La réalité, c'est que c'est le public et les citoyens qui ont raison. Pour l'instant, ils sont sur ces plateformes. Si demain ils s'en vont, il faudra les suivre. Moi, j'ai plutôt envie de dire, une illusion en a chassé une autre. On voit bien aujourd'hui qu'il y a un discours ambiant très à la mode, et qui est d'ailleurs en partie basé sur des faits, qui consiste à dire que les réseaux sociaux sont parés de tous les problèmes, de tous les vices, de tous les dangers. Il y a, et c'est bien aussi, une prise de conscience qui a eu lieu sur les risques des algorithmes, leurs biais, la manière dont ils peuvent manipuler l'information, même si on entend aussi beaucoup de choses qui sont assez inexactes. Donc c'est un discours qui est à la mode, et qui est l'exact inverse de ce qu'on disait souvent ou racontait il y a une dizaine d'années, quand c'était plutôt le début d'usage des réseaux sociaux, notamment par la puissance publique. Le récit à la mode était plutôt de dire qu'ils constituaient une opportunité formidable, qu'ils avaient permis les printemps arabes, permettaient de faire souffler un immense vent de démocratie. Et c'est quand même intéressant de voir comment le discours s'est complètement retourné. Alors oui, sur ces réseaux, il y a du conspirationnisme, il y a des discours haineux, il y a des désinformations, mais sur ces réseaux, il y a aussi tous les jours, des jeunes, des moins jeunes qui parlent de musique, de télé-réalité, de recettes de cuisine, qui échangent des bons plans pour leur sortie en famille, pour leurs enfants. Et d'ailleurs, moi, je n'ai jamais vu à aucun endroit une mesure concrète qui permettrait de dire avec certitude qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est par exemple 80% de haine et 20% de contenu positif. Ce qui est certain, et si on veut vraiment parler chiffres, c'est que quand on regarde toutes les études disponibles, que ça soit par exemple en France ce que fait Médiamétrie sur l'usage des médias, ou ma propre institution Universcience avec son baromètre de l'esprit critique, c'est que aujourd'hui, et c'est un mouvement de fond, quand on parle notamment, alors des Français dans leur ensemble, ils utilisent massivement Internet autant que la télévision pour s'informer, mais quand on regarde les moins de 23 ans, les réseaux sociaux ont remplacé et détrôné la télévision et tous les médias traditionnels. Les réseaux sociaux et aussi le bouche à oreille, notamment tel qu'il s'exprime par les services de messagerie instantanée qui sont, d'un certain point de vue, un cousin des réseaux sociaux. Quand on s'interroge sur l'éthique ou la morale de son action, quand on est un communicant public, et c'est bien de le faire, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils, qui ne sont encore une fois en soi ni totalement bons ni totalement mauvais, pour réaliser sa mission et son éthique de communicant public, qui est d'arriver à parler au plus grand nombre de personnes sans, je dirais, restriction de territoire, sans restriction de genre, d'origine ethnique, de classe sociale. Et pour cela, il est évident que les réseaux et les plateformes constituent une opportunité formidable pour s'adresser aux millions ou dizaines de millions de Françaises et de Français de tous âges, de toutes origines, qui passent un temps considérable. Tant que ces plateformes, en tout cas celles où on agit le plus, les X, les Facebook, les TikTok, les Instagram, continueront à avoir cette énorme assise dans la population, alors il faudra y être présent. Ou alors, ne pas se plaindre quand on y voit s'y développer toutes sortes de phénomènes, et notamment tout type de pensée ou d'activisme anti-républicain, anti-État, qui occupent encore une fois la place qu'on veut bien leur laisser. Alors il y a un vieil adage qui, je crois, s'applique extrêmement bien à cette question, qui consiste à dire qu'en partent les dégoûtés, restent les dégoûtants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nature a horreur du vide. Et si les communautés territoriales, si l'État, les agences de l'État, les universités, les institutions scientifiques, médicales n'occupent pas le terrain, les sujets qu'elles doivent aborder, ils seront traités par d'autres. Pour prendre l'exemple de la communauté que je représente, qui est celle de la communication scientifique, eh bien il y a par exemple sur TikTok des chaînes plus ou moins fiables, anonymes, qui diffusent des contenus sur la science, sur des sujets scientifiques, mais qui sont des contenus qui, de toute évidence, à la fois ne respectent pas, je dirais, les normes de la rigueur scientifique, et qui, par ailleurs, accumulent des communautés vraiment importantes avec des millions d'abonnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une place qui est occupée, et que si les institutions scientifiques, et il y en a certaines qui le font, je cite par exemple l'exemple de Curieux, qui est un formidable média TikTok qui a été créé par des collègues des centres de sciences du sud-ouest de la France, quand ils le font, c'est l'exemple de ce média qui a 2 millions d'abonnés, l'État, la puissance publique, peut rencontrer justement ce besoin et peut aller chercher des jeunes et des moins jeunes qui sinon n'auraient pas d'autre choix quand ils sont sur ces plateformes, parce que de toute manière, ils y sont, n'auraient pas d'autre choix qu'aller suivre des comptes ou des créateurs de contenu qui sont beaucoup moins sérieux et parfois qui posent de réels problèmes, à la différence de ce que peut faire la puissance publique. Pour en revenir à la fin des illusions, je crois que l'illusion dont il faut vraiment aujourd'hui se départir, c'est que on aurait en quelque sorte un choix et qu'on pourrait faire la fine bouche et se permettre, quand on est la puissance publique, à quelque niveau que ce soit, de ne pas y aller, pour des raisons qui tiennent plus pour moi du moralisme vraiment que de la bonne morale. J'ai envie de dire, d'une part, ce n'est pas le propre des réseaux sociaux. Je crois qu'en tant que communicant, on travaille toute la journée avec des groupes de médias privés,
dont je ne suis pas certain que les intérêts soient moins mercantiles et que les actionnaires soient beaucoup plus humanistes, bienveillants ou républicains. De même, et si on élargit un peu le scope, je ne crois pas que les fabricants de voitures ou d'électroménagers ont des intérêts qui soient absolument pas mercantiles ou totalement humanistes, et pour autant, j'ai pas vu non plus qu'on s'en interdisait l'usage quand on travaillait pour l'État. Je pense encore une fois qu'il y a un ordre des priorités. Il y a une des premières priorités, c'est la légalité. Donc évidemment, si un jour tel ou tel réseau est interdit, dans ce cas-là, on n'y va pas. Mais tant que les choses sont légales et existent, donc elles appartiennent à l'ordre républicain, eh bien je crois qu'il faut faire avec le monde tel qu'il est. Il ne s'agit pas pour autant de ne pas souhaiter que les choses soient différentes. Il y a eu des tentatives de créer, et tout le temps, des plateformes qui soient plus solidaires, coopératives. Le cruel constat, c'est qu'aucune d'entre elles n'est jamais arrivée à atteindre la masse critique d'utilisateurs. Et je dis pas non plus qu'il faut pas se battre, comme le font avec plus en plus de succès des militants d'Internet, d'un Internet plus libre, qui veulent justement forcer par législation les plateformes à ouvrir la boîte noire des algorithmes, à faire une meilleure modération. Tout ça, il faut le faire. Mais encore une fois, entre cet objectif qui est lointain et la réalité présente, il y a justement une réalité avec laquelle on se confronte quand on est l'État et quand on est un décideur politique, qui est le monde tel qu'il est. Et le monde tel qu'il est, il faut agir dessus sans attendre qu'il devienne idéal, parce que, encore une fois, la réalité, c'est que c'est le public et les citoyens qui ont raison. Pour l'instant, ils sont sur ces plateformes. Si demain ils s'en vont, il faudra les suivre.